tous sur Radio J. Et oui, quel plaisir de retrouver notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Et elle est avec nous en studio, en direct. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous pour commenter l'actualité sécuritaire. Alors on va commencer évidemment par la bande de Gaza. 454e jour de guerre. Une soldate de Tsahal légèrement blessée. On va peut-être en parler en Judée-Samarie, notamment la menace terroriste qui se poursuit. Mais c'est vrai que à Gaza, les combats continuent. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain en ce moment ? En fait, ce qui se passe concrètement depuis maintenant la fin du mois d'octobre 2023, Tsahal est entré dans la bande de Gaza. Alors, il y a en fait le déploiement statique de Tsahal qui est évidemment sur les pourtours de l'enclave côtière. Le couloir central, ce fameux couloir de Netzarim qui va d'est en ouest et qui est évidemment un axe stratégique pour empêcher le Hamas de refluer vers le nord du territoire. Et puis la route Philadelphie le long de la frontière avec l'Égypte. Maintenant, il y a aussi ponctuellement des opérations de Tsahal dans certaines zones à l'intérieur de la bande de Gaza, notamment dans le nord, où justement le Hamas essaye de reprendre pied. C'est ce qui se passe dans le triangle Beth Hanoun et Jabalia depuis la fin du mois de septembre. Et c'est là qu'ont lieu les combats les plus, disons, les plus intenses, absolument, avec des embuscades, avec malheureusement, on l'a vu aussi, des soldats qui perdent la vie. Mais alors comment expliquer que dans des zones qui ont été nettoyés entre guillemets par Tsahal, des terroristes puissent revenir? C'est toute la question, c'est-à-dire qu'en fait l'opération israélienne, elle avait trois objectifs. C'est neutraliser la force politique du Hamas, neutraliser sa force militaire, mais le dernier élément qui reste, c'est sa structure terroriste, qui est en fait sa structure originelle, celle qui permet au Hamas de continuer à pratiquer de la guérilla urbaine. Et c'est ce qu'on voit justement dans les zones où Tsahal est obligé de revenir, parce qu'il y a reconstitution, reformation de cellules locales qui reprennent leurs attaques contre les soldats israéliens et qui, évidemment, à terme, sont aussi une menace pour les localités frontalières. On a vu d'ailleurs des tirs qui reprenaient des tirs de roquettes vers l'ouest du Negev. Oui, ça questionne sur l'arsenal aussi du Hamas. Combien d'armes encore dispose le groupe terroriste ? On a vu au fil des opérations des arsenaux absolument colossaux et surtout disséminés sur l'ensemble du territoire palestinien, aussi bien dans les bunkers, dans les réseaux de tunnels, qu'à l'intérieur des habitations, des maisons. Donc, en réalité, le stock d'armes est quasiment infini. À partir du moment où on pénètre dans une maison, la première chose à vérifier et qui se confirme, c'est la présence de caches d'armes. Donc, il y a toujours des ressources pour des accrochages, pour des attaques sur le terrain. Et quand, évidemment, le Hamas essaye de se restructurer, de se réorganiser, cela exige donc à nouveau une opération israélienne. On parle d'habitations à l'intérieur de la bande de Gaza, des habitations où seraient détenus par ailleurs des otages. Alors on voit que les négociations pour tenter d'obtenir la libération des otages patinent. Pour l'instant, pas d'avancée majeure. C'est aussi la difficulté, le fait que certains otages peuvent se trouver dans des familles. Il y a évidemment ce risque. Alors, il y a toute la question maintenant de savoir, et c'est bien le cœur du problème, où sont les otages. On a compris, malheureusement, au fil des découvertes macabres ou des opérations de sauvetage avortées, que la plupart des otages se trouvaient probablement dans des tunnels. Mais des tunnels accessibles, justement, aussi par des caches dissimulées à l'intérieur de maisons. Des puits de tunnels, on les a vus dissimulés derrière des placards dans des chambres d'enfants, etc. Donc c'est une quête sans fin, et avec maintenant cette décision déjà prise depuis plusieurs mois de Tsahal de ne pas lancer d'opération quand il y a ne serait-ce qu'un soupçon de proximité d'otages qui pourraient être détenus et donc mis en danger par une opération. Eva, pour Pascal. Pascal, il y a bien sûr la question de la liste. On le voit dans les négociations, la liste des otages libérables. Il y a ce problème dont vous avez parlé et aussi le fait d'une liste d'otages vivants. Israël insiste particulièrement sur ce point. Pourquoi ? Parce que c'est terrible à dire, mais dans ce marchandage épouvantable, évidemment, le prix n'est pas le même pour des otages en vie
et pour des otages décédés dont on veut récupérer les dépouilles, ce que l'on veut de toute façon. Il est hors de question que les otages assassinés en captivité ne puissent pas être ramenés et inhumés en Israël pour que leurs familles aussi puissent faire leur deuil. Mais évidemment, le prix qu'exige le Hamas en échange d'otages vivants est largement supérieur. On le voit notamment avec le prix, et ces mots sont terribles, que le Hamas veut fixer, par exemple, pour libérer les soldats. Est-ce qu'il y a aussi un risque, s'il y a juste une liste d'otages sans différencier les vivants des morts, que finalement le Hamas ou les gens qui détiennent les otages décident de les tuer entre le moment où la liste est donnée et la conclusion d'un accord? Tout est possible, tout est possible. Il n'y a absolument aucune confiance de la part des autorités palestiniennes envers le Hamas, et il faut dire d'ailleurs que cette défiance, elle est mutuelle, ce qui rend évidemment ces négociations extrêmement difficiles, et on le voit avec donc à chaque fois une dose de frustration chaque fois qu'on a l'impression d'avancer d'un pas et de reculer de 2 ou 3 malheureusement. Et d'ailleurs, on le voit, ces tensions, on l'a vu avec la chaîne d'information Al Jazeera qui a été suspendue dans les territoires palestiniens. Hein. Oui, alors là, l'implication et les causes sont différentes. C'est-à-dire que le Qatar, qui est donc un des 2 pays médiateurs avec l'Égypte, a depuis le début évidemment un rôle extrêmement ambigu. Son soutien au Hamas est connu. Il ne faut pas oublier que la direction extérieure du Hamas est hébergée par le Qatar. Et donc le Qatar a aussi des intérêts politiques à pousser le Hamas et à le pousser notamment contre le régime de Mahmoud Abbas dans l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas qui ne contrôle plus la bande de Gaza depuis 2007, où le Hamas l'avait renversé, mais qui détient toujours les territoires palestiniens de Judée-Samarie, et qui redoute maintenant, clairement, d'être renversé par le Hamas et le djihad islamique. D'où cette décision de fermer Al Jazeera au public palestinien, alors que, disons, si en Israël l'incidence est limitée, en revanche, pour le public palestinien, Al Jazeera est le premier média de référence. Et ça pose la question aussi pour l'après-Gaza. Qui dominera la bande de Gaza une fois la guerre terminée? Et dans quel état se trouvera l'autorité palestinienne à ce moment-là? On sait que l'autorité palestinienne aussi est extrêmement ébranlée et qu'elle ne contrôle même plus la totalité des territoires de Cisjordanie, notamment les villes du Nord, Jenin, Naplouse. On a vu avec quel déploiement de force l'autorité palestinienne a dû entrer dans le camp de Jenin où elle n'était plus entrée depuis des années. Donc là aussi, il y a une crainte. Quel type de régime politique, si on veut inclure l'autorité palestinienne dans une administration post-Gaza, savoir dans quel état elle sera et si elle sera en mesure de remplir sa mission. Il y a aussi, bien sûr, ça occupe des débats en Israël, le fait de permettre à l'autorité palestinienne de reprendre le lead ou pas, sachant que le Hamas est bien évidemment un groupe terroriste, mais qu'au sein de l'autorité palestinienne, il y a aussi des groupes terroristes. Comment s'articulent ces débats autour, entre guillemets, d'un moindre mal, j'ai envie de dire? De toute façon, il ne faut pas oublier que ça fait pratiquement 20 ans qu'il n'y a pas eu d'élection générale dans l'autorité palestinienne et que les dernières élections législatives avaient été remportées, il faut le rappeler, par le Hamas. Ce qui avait donc déclenché sa réaction et sa riposte en 2007 de renversement de l'autorité palestinienne à Gaza. Donc bien évidemment, il y a des courants même divergents à l'intérieur du Fatah, du parti de Mahmoud Abbas. Il y a aussi une guerre de succession larvée. On voit cette volonté américaine de maintenir l'autorité palestinienne, effectivement, comme un moindre mal, comme une solution par défaut, mais pour l'instant, on n'en a pas d'autre. Alors, un dernier mot pour terminer, en 1 minute, Pascal, on parle aussi de ce retrait de la vie politique de Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense. Retrait provisoire, en tout cas démission de la Knesset, on l'a entendu hier soir, mais maintien au Likoud, et c'est significatif, c'est-à-dire que Yoav Gallant reste donc idéologiquement identifié avec le Parti conservateur et brigue très probablement la tête du parti. Là, il faudra évidemment attendre l'après-guerre, mais pour l'instant, Yoav Gallant, oui, se met en réserve de la vie politique. C'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs, pour pouvoir... Absolument. Parce qu'il savait, comme vous l'avez expliqué ce matin, qu'il pourrait ne pas se présenter... Oui, là, il fallait agir vite, sinon c'était le Likoud qui l'évinçait de la Knesset, et là, il ne pouvait plus y revenir. Donc, Yoav
Gallant se prépare à un retour ultérieur dans la vie politique. Eh bien, merci beaucoup Pascal Sunshine pour ces informations. On va parler d'ailleurs de cette démission de la Knesset dans quelques instants de Yoav Gallant avec notre autre correspondant, Olivier Granilic des studios Kalita. Merci Pascal. Je vous dis bon retour en Israël. Merci. Et à demain dès 6h07 heure française. Absolument, on y sera. À demain avec grand plaisir. Restez avec nous tout de suite, la revue de la presse israélienne avec les studios Kalita. Radio J.